Hello les fratés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une interview que j'ai réalisée avec Katarina Zielkowski, donc au sujet du livre qu'elle a écrit avec Yves Inkins. Donc c'est vraiment un livre super intéressant parce qu'il donne des outils pour rendre le futur meilleur. Donc surtout avec ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vit en ce moment, c'est quand même pas mal d'avoir des clés. Donc je vous invite à visionner cette interview. Bonjour Katarina. Salut Sarah. Ça va? Oui, très bien. Enfin, c'est à toi que je le demande. Tu oui, vas bien? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va échanger ensemble par rapport à ton livre, enfin à votre livre. Avec Yves Inkins. C'est ça, oui. Yves. Alors justement, il faut que tu m'aides un peu à déjà dire correctement vos deux noms. Moi, je suis Katarina Zielkowski. Katarina et Zielkowski. Yves qui n'est pas là, il s'appelle Yves Inkins. C'est pas évident à dire vos noms en famille. J'espère que c'est ce qu'il y a de plus compliqué avec ce livre. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Donc bon, je t'avoue, j'ai lu 2-3 pages avant de venir. Non, je rigole. Je pensais qu'on allait parler du livre. Non, je rigole. J'ai lu ton livre et justement, on va échanger à ce sujet-là. Je trouve que ce livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a parlé et c'est que tu t'es adressé directement à moi. Écoute, c'est la plus belle chose que tu puisses me dire. C'est vrai? Oui, parce que l'idée du livre est venue au début du confinement. D'accord. Le choc absolu pour ma génération, la tienne peut-être aussi, hein, parce que pour la nôtre, c'est sûr. Avant, on parlait de liberté individuelle comme ça en théorie, et là, on était privés de sortir, privés d'embrasser, privés de tout. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu. Il n'y a pas eu de confinement comme ça, à part au Moyen-Âge pour la deuxième peste, la peste noire. Là, on a essayé et là, on se retrouve totalement démunis. Et je le dis tout de suite parce que ça m'énerve encore. Et on nous parle des parents de jeunes enfants qui risquent d'être énervés. Bien sûr, des personnes âgées qui sont dans une situation extrêmement compliquée parce que les premiers concernés. Et qui a parlé de toi, Sarah, et des jeunes? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Personne, en fait. Personne. On s'était dit au début, oh, le jeune, personnes confinées dans leur chambre, de toute façon, ils font rien. Donc, ça me fait hyper plaisir que j'ai pu te toucher, que nous avons pu te toucher avec ce qu'on avait à dire. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a des livres qui nous parlent directement, qui s'adressent à nous. En général, c'est général, justement. C'est pas forcément que pour les jeunes, et là c'était intéressant. Donc justement, à qui t'adresses-tu dans ce livre? À qui vous adressez-vous dans ce livre? Bien sûr, en principe aux jeunes. Oui. Moi j'ai des jeunes aussi, j'ai des enfants à peu près dans ta tranche d'âge, mais à travers eux aussi aux parents. Parce que évidemment on a un petit drapeau qu'on porte avec nous, c'est que notre amour pour l'apprentissage et l'alternance qui a été snobé depuis des décennies en France. Et dans cette situation-là où tout le monde était à l'arrêt, on pensait évidemment à ça, à expliquer que c'était une très bonne chose, où on pouvait en plus gagner de l'argent. Et à réveiller aussi les parents qui peuvent très bien lire notre livre. Justement, vous êtes un peu, pas en révolution, mais de ne pas forcément dire « passe ton bac d'abord », c'est ça? Absolument. Et qu'est-ce qu'il y a justement derrière cette phrase? Passe ton bac d'abord, ça passait très bien tant que tout allait bien. Ça fonctionnait déjà pas très bien avant. Le taux de chômage depuis des décennies est autour de 20%, le taux de chômage des jeunes. Les jeunes sont les plus précaires. Donc c'était repousser le problème. Et c'est pour ça que dans le livre, on met en perspective ce qui était avant et ce qui va venir. Il y a du très très bon. J'espère que tu as trouvé des pépites, Sarah. Oui. Ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'ensemble avec Yves, vous ne voulez pas nous mentir, pas nous dire ça va être tout beau, ça va être tout rose. Mais vous parlez des métiers, dans tout ce qui est informatique, aussi dans les métiers qu'on a un peu mis de côté, finalement. Être chaudronnier, ça paraît pas très sexy. Dit comme voilà, sexy. On se dit pas, ah tiens, je vais devenir chaudronnier, et pourtant il y a de la demande. Donc ça, c'est intéressant de nous mettre sous les yeux les métiers de demain qui reviennent à la mode ou alors qui n'ont pas été encore découverts. Donc si je comprends bien, vous prônez vraiment l'alternance. Absolument.
On a fait un grand chapitre sur les savoir-faire à venir et on sait tous qu'il y a des métiers qui sont manuels, autrefois pas très chics, qui sont devenus totalement branchés. Par exemple, la cuisine. Oui. Aujourd'hui, si tu es grand chef, tu es un héros. Mais surtout pendant le confinement, on suivait tous les tutos de Cyril Lignac ou encore plein d'autres personnes. On regardait Top Chef et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait un peu comme des jumelles par rapport à l'avenir parce que moi je parle en tant que jeune du coup et ce qui s'est passé ça a quand même chamboulé ma vie. Moi je devais commencer un travail la veille du confinement. Je me retrouve à pas pouvoir signer de contrat. Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce qu'il y a comme promesse en fait pour demain? Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement par rapport à ça, de nous, voilà, alors, je trouve déjà, pour l'avenir? Je trouve déjà que toi et tous les autres jeunes, ça fait un peu démago, mais vous êtes vraiment héroïques. C'est vous les jeunes, les précaires, c'est vous qui êtes dans les métiers ubérisés, qui vous débrouillez déjà. Après coup, après le premier confinement, il a été constaté que c'était vraiment les jeunes qui avaient le plus souffert. Logement précaire, job précaire, études totalement bouchées. Ça faisait comme dans un film catastrophe. Ah oui, le truc de base américain où tu sors dans la poussière, la tête pleine de poussière. Et toute la ville est détruite. Oui. Tu te demandais où je vais et les apprentis, ceux qui avaient déjà une expérience, étaient les mieux lotis, quoi. Mais ça vous donne une sorte de sagesse que nous, on n'avait pas. Je dois dire, tu m'as dit avant qu'on démarre ce tournage que tu étais étonnée qu'on fasse un peu notre mea culpa, qu'on dise notre génération qu'on n'a peut-être pas tout bien fait. On n'a pas l'habitude d'entendre ça en général. C'est voilà, comme tu dis dans le livre, c'était mieux avant. Et ça, on l'a entendu. Heureusement, mes parents ne me le disent pas. Enfin, ils me le disent pour quelques petites choses. Par exemple, la musique. Oh, c'était mieux quand même. Stevie Wonder. Les anciens, mais c'est vrai qu'on en a un peu marre d'entendre cette phrase qu'avant c'était mieux, qu'avant tout était bien, tout était beau. Nous aussi on a quelque chose à offrir et c'est vrai que d'entendre une personne comme toi, tu as l'âge de mes parents, donc ça fait... Non, je voulais pas dire ça. Mais tu as l'âge de mes parents, donc tu pourrais être comme ma maman qui me dit nous aussi on a fait des erreurs. Nous aussi tout n'a pas été beau et on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. On a fait surtout l'erreur de penser que tout allait toujours continuer comme ça, quoi. On n'a pas été confrontés jeunes à des catastrophes comme celle-là. On a été conditionnés pour être des super consommateurs, parce que c'était notre doctrine. C'est comme ça que fonctionne notre économie, à faire monter la consommation. On s'est réjoui que les choses, par exemple le prêt-à-porter devenait de moins en moins cher. De Chine, on ne s'est jamais interrogé. Et là où on dit on a déconné, c'est en voyant exactement que c'est votre génération qui est tellement plus avisée sur les histoires environnementales, quoi. Donc nous on était là comme ça, bien heureux à penser que rien ne changerait jamais et que tout allait bien. Et vraiment, j'insiste, vous avez commencé votre vie adulte, pour ceux qui nous écoutent, pour beaucoup avec les attentats, quoi. C'est vrai. On ne pouvait plus aller en terrasse et maintenant on ne peut plus aller nulle part. Mais c'est vrai que pour notre génération, ça fait mal. On a mal de finalement être privé de sa liberté. Et en même temps, on voit une certaine solidarité entre nous. Et je pense que ça peut permettre, la preuve en est avec votre livre, une certaine réconciliation entre les générations, peut-être. Je pense qu'il faut se pencher sur le sujet. Pour moi, il était hyper important qu'on admette qu'on avait un peu oublié les jeunes. Si tu ne te préoccupes pas de ta jeunesse, le futur de ton pays est un peu compromis. C'est ça, c'est qu'on est les adultes de demain. Oui. Et c'est là que j'ai dit qu'il y a plein de choses qui vont arriver, plein de bonnes choses. C'est sûr. C'est naturel. On prend une grande leçon dans la gueule. On prend une grande leçon là.
il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes plus compétent parce que vous arrivez dans ce monde-là avec votre créativité, votre énergie, vos idées, et vous pouvez vraiment prendre le lead. Justement, je pense on est né dans cette période avec beaucoup de chômage, avec beaucoup de problèmes, avec, comme tu dis, des attentats. Et je pense que ça nous a donné une sorte de force, une certaine force, de nous dire, bon bah, l'avenir est compromis, l'avenir on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on décide d'y aller quand même. Et on prend un peu les outils pour aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est difficile et en même temps c'est une force. Là, tu es le meilleur exemple. Parce que tout à l'heure tu racontais, donc tu étais horizon bouché au moment où du premier confinement, et après j'ai décidé de reprendre mes études vu que je voulais, en fait, le métier que je devais commencer en mars, c'était dans l'événementiel. Donc du coup, je me suis dit, bah, à la fin du confinement, voyant que la situation n'avançait pas, je me suis dit pourquoi pas reprendre mes études. Donc je me suis inscrite dans des écoles pour faire mon master et j'ai trouvé une alternance. C'est vrai que je me sens chanceuse parce qu'on voit les chiffres, c'est difficile cette année de trouver une alternance et pour cause, hein, avec ce qui s'est passé. Donc oui, c'est vrai que ce que tu dis, ça résonne en moi en fait. C'est pour ça. Ah oui, tu t'es mobilisée totalement. Bah, quand on n'a pas de choix, quand on ne sait pas du tout ce que va être demain, on est obligé de se battre. C'est quoi ton meilleur souvenir du premier confinement? Mon meilleur souvenir, je crois que c'était mes moments de peinture, parce que j'ai fait de la peinture pendant des années quand j'étais plus jeune, et je m'y suis remise. Donc il faut savoir que je suis dans un appartement où il y a une terrasse, et donc je pouvais me mettre sur la terrasse alors qu'il commençait à faire beau, chaud, et je peignais avec de la musique. Et je pense que c'est des super moments, même si c'était difficile. Et toi, c'est quoi ton meilleur? Enfin, ça veut dire quand j'ai fait la première, quand j'ai fermé le manuscrit, quand le livre était terminé, l'idée c'était de terminer vraiment avec la fin du confinement. Parce qu'il y a ce côté journal. Oui, Parce qu'il faudrait quand même là aussi pas oublier à quel point on était totalement Moyen-Âge. On était. Oh là là, tu te rappelles, en avril, on cherchait désespérément des masques. C'est vrai. Mais on se pensait hyper fort et on a fait techno totalement tout là-haut et on est démunis à ce point. On se rend compte qu'on est faible en fait, que l'humanité est faible et que... Qu'on n'est pas préparé à ça. Donc je pense, chère Sarah, que quand ça sera terminé, il y aura plein de nouveaux débouchés. Et surtout, et c'est pour ça que je fais aussi des grands retours en arrière dans le livre, qu'après un moment de grande crise comme celui-là, il y a la renaissance. Ça a déjà commencé un peu sur les réseaux sociaux pendant le confinement, on a vu des choses que les gens ont pu créer, innover, la manière dont il y a cette personne sur Instagram qui chaque semaine fait comme une émission. Bonsoir Larissa Bernard et bienvenue à Question pour un balcon. Parle à ses voisins, c'est génial de se dire il y a une certaine solidarité, on se dit on a envie d'aider son prochain, aussi d'aller voir les producteurs. Moi personnellement ça m'a donné encore plus envie d'aller chez le producteur du coin. Déjà que je faisais attention à acheter mes vêtements en friperie, mais là ça me donne encore plus envie de me dire bah, j'ai envie de consommer local, j'ai envie de consommer français. Et je pense que c'est vrai que ça a été super difficile et c'est encore difficile, mais ça éveille des consciences et ça te permet de se repositionner comment je veux que mon avenir soit pour demain. Ah ouais. Je te conseille de vraiment insister et de réfléchir, tu as le droit de l'exiger. Et tu parlais tout à l'heure de tout ce chapitre sur le digital qui nous mangerait demain. Et bien justement, là, il y a aussi de très bonnes nouvelles parce que ça va être la conséquence de ce qu'on est en train de vivre en bien, cette grande solidarité. On a parlé avec des experts dans le livre. Le mot magique pour demain, c'est que le digital ne soit pas déshumanisé, mais qu'il fasse preuve de... en anglais, on dit care. Le care, se préoccuper de
ça va engendrer un nombre de métiers incalculable. Si demain on est tous en click et collect, on va réfléchir à ce qu'il faut pour que le contact humain quelque part sur cette route, il soit vraiment de qualité. Et évidemment le care, les métiers médicaux. Bah, aujourd'hui ce sont nos héros. Avant, pour moi j'ai quand même toujours d'une certaine manière admiré quand même, parce que mon père est infirmier, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme de se dire je vais faire attention, mais aujourd'hui c'est nos Superman, c'est nos Spider-Man, ce livre c'est comme une grosse boîte à outils finalement. Quelque part, ça me fait plaisir que tu le dises. Est-ce que tu as quelques passages que tu aimerais nous lire, qui pour toi, c'est toi qui que je peux lire, pas de problème. Mais on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On a eu pendant longtemps ce comportement de se dire « Ah, ce soir, j'ai besoin absolument d'un t-shirt noir. Je ne le trouve pas, je vais en chercher un chez H&M. » Oui. C'est normal. Même nous. Oui. C'est la mode jetable, le coton, ça devient extrêmement rare, donc c'est une folie. On est arrivé à des prix qui correspondent en rien à la réalité. Et là, on a fait des petits calculs, on est allé chercher des chiffres sur la fast fashion. Si je peux lire le début, tu lis la suite. Le long week-end de Pâques arrive, il va faire super beau. On va faire un peu les placards. Qu'est-ce qu'on découvre? Tous fait ça. Et là, la honte absolue. Le sac est rempli à ras-bord de vêtements de la fast fashion. 100 milliards de vêtements sont achetés dans le monde chaque année. Waouh! Ah ouais! Waouh! Le français moyen met la main sur 9,2 kg de textiles et chaussures par an. Les Européens jettent 4 millions de tonnes de fringues par an. Ah ouais, je ne savais pas. Cela ne te parle pas? On a fait un calcul plus pertinent. Cela fait 16 000 avions long courrier Boeing 777. Ah ouais. C'est lourd un avion, hein? Mis bout à bout, on obtient un mur d'avion qui va de Paris jusque dans les faubourgs de Naples en Italie. Ah ouais. Enfin, je t'ai proposé de lire ça parce que c'est le centre des préoccupations, parce qu'on veut quand même te pécho, si j'ose dire, c'est un peu ringard que je dis un mot. Comme ça, on veut vous attraper en tant que futur consommateur. On a besoin de vous. L'industrie, le marketing vous scrute pour savoir vers quelle paire de tennis, vers quelle marque vous allez, etc. Si chaque personne fait un petit peu, on va réussir quand même à faire quelque chose de mieux pour l'avenir. Des amis, la dernière fois, ont organisé une friperie où elles ont mis tous leurs vêtements dont elles ne se servaient plus et on pouvait juste échanger ses vêtements. Génial, donc c'était génial de faire ça. Et c'est vrai qu'avant, jamais même ça nous serait venu à l'esprit. Moi, c'est que très tardivement que j'ai pensé aux vêtements de seconde main parce qu'on a l'impression que ça va être moins beau. Mais non, ce sont tous les vêtements qui viennent justement de H&M, Zara, de grandes marques et qui finalement arrivent dans une friperie. Donc vous avez inventé ce système-là, plus large, et tu vois là, c'est absolument naturel que c'est vous qui allez nous faire réfléchir. On dit bravo. On décide parfois de dire bah non, justement ça ne va pas. Parfois on a tort, parfois on a raison, et il faut aussi accepter qu'on puisse avoir tort. Mais quand on est jeune, on est un peu fier. Les bonnes idées viennent de vous. Mais quand on parlait d'environnement, et demain il y aura un énorme stress hydrique, planète, SOS, manque d'eau. Et ce sont des étudiants qui ont fait des calculs et lancé ce programme où ils ont partagé cette idée le matin de ne pas aller aux toilettes faire son pipi, mais de le faire, je préfère ça sous la douche. Et bien ça fait des économies d'eau à l'échelle planétaire incroyables. De ne pas tirer la chasse, de profiter de l'eau qui coule de toute façon. Oui. Et c'est quelque chose, ça paraît comme ça, ah ouais, mais le gouvernement norvégien, on a fait une campagne officielle. Ah oui, waouh. J'imagine des affiches institutionnelles le matin, c'est sous la douche. Il faut avoir des idées un peu hors des sentiers battus. Et... c'est comme les mails, tu disais de supprimer ces mails.
ça permet de laisser de l'espace et... C'est du stockage big data qui pèse très très lourd et qui coûte une énergie folle. Je pense qu'on doit lire ce livre parce que c'est important, c'est un des outils pour notre vie. Et en tout cas, je te remercie pour cet échange parce que c'était vraiment super intéressant et de pouvoir parler plaisir de tout et de rien. Ouais, aussi.